Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le jeu Alter Quest qui est un jeu qui s'appelle Blacklist Games. C'est un dungeon crawl, un explorateur de donjons pour 1 à 4 joueurs, donc ça se joue en solo, ça va jusqu'à 4, on va dire à peu près 90-120 minutes pour une partie, c'est ce qui est indiqué sur la boîte. Je te parle du délai plus précis à la fin, dans ma critique. Alter Quest, dans le fond, les joueurs vont se choisir un personnage qui est représenté par un deck de cartes, par un paquet de cartes. Chaque personnage est très différent, semble-t-il, des autres personnages du jeu. Ensuite, les joueurs vont se choisir une quête qui est également représentée par un deck de cartes et les quêtes sont très différentes, semble-t-il, les unes des autres. On va se choisir un boss qui est aussi représenté par un deck de cartes et on va se choisir un groupe de monstres qu'on va affronter dans ce donjon-là qui est également représenté par un deck de cartes. Fait que j'avais beaucoup entendu parler de ce système-là où, en mélangeant ces 4 possibilités de deck de cartes-là, ça donnait des expériences très différentes. Fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le jeu est si bon que ça? C'est ce qu'on va aller voir. Je vais commencer par t'expliquer comment on installe ça, comment on y joue, et je te dis à la fin ce que j'en pense. D'abord, au niveau de la mise en place individuelle, moi je vais installer une partie en solo, donc évidemment la première chose qu'on va faire c'est de se choisir son personnage. Dans la boîte de base, il y a 4 personnages disponibles. Si on a la boîte de Stress Gold, il y en a 4 ou 5 de plus, je crois. La première chose qu'on a comme info sur notre personnage qu'on va choisir, j'ai choisi le clair Cedrin Highmore. On va avoir différentes stats, fait que sa valeur d'armure, ses points de vie, ses statistiques dans 6 des compétences du jeu. Grosso modo, le chiffre qui est à côté, c'est le nombre de dés qu'on va lancer quand on va se faire demander de faire un test de cette stat-là. On a une portée qui sert à utiliser l'habileté qui est dans le bas de la carte. Quand on a le mot-clé Exhaust, ça veut dire que je vais avoir tapé cette carte-là et dans une zone de 4 cases autour de moi, je peux faire l'effet de la carte. Fait que ça, on va se placer ça quelque part dans notre zone de jeu. Et notre personnage va venir avec 2 objets qui fonctionnent un peu de la même façon. Il y a une portée pour utiliser un pouvoir. Parfois, l'objet me donne accès à une action. Des fois, il faut que je le tape pour faire quelque chose. Puis des fois, il va me donner juste des habiletés que je peux taper dans mon tour, que je peux faire exhaust pour l'utiliser. Le personnage vient avec un deck de, je pense, c'est 25 cartes. On va les brasser, on va en piger 4. On s'assure en début de partie qu'on enlève toutes les cartes qui ont une bande dorée, comme ça, dans le milieu de la carte. Ce sont les cartes avancées pour le mode de campagne. Toutes les cartes du mode de base, il y a une espèce de ligne blanche. On s'assure qu'on a juste ça dans notre deck de cartes pour commencer. Fait qu'on va brasser ça. On en pige 4 pour commencer la partie. Notre mise en place individuelle est pas mal faite. Fait que ça, on se garde une zone de jeu. Très important, on se garde une zone de menace. La zone de menace, on va se garder une zone au-dessus de notre surface de jeu où on va avoir à placer différentes cartes de menace au fur et à mesure que la partie va avancer. Il y a beaucoup de scénarios qui vont demander d'en avoir une dès le départ. On va également avoir à se prendre ça, peu importe le nombre de joueurs, la tuile escalier qui indique où on va commencer sur le plateau de jeu. Le scénario peut nous donner différents setups. Fait que si on va y revenir, mais si on ne s'en garde pas loin, on a une figure qui correspond à notre personnage qu'on va aller se placer sur l'escalier quand on va être rendu à cette étape-là de la mise en place. Et on va se prendre 3 jetons d'action. Fait que chaque joueur a 3 actions. Au fur et à mesure qu'on prend des actions, on les tourne pour montrer qu'on l'a utilisé. C'est pas toujours des jetons que j'utilise quand il y a ça dans les jeux, mais dans ce jeu-là, j'ai trouvé que c'était très important de les avoir. Fait que pour la mise en place individuelle, c'est ce qu'on a à faire. Maintenant, pour la mise en place de notre scénario. Pour la mise en place du scénario, le jeu vient avec différents scénarios. Chaque scénario vient avec son propre deck particulier, puis on va nous recommander pour une première partie de jouer avec le scénario de Search. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Le scénario de Search, le voici. On va avoir d'un côté de la carte principale de scénario, on va avoir un deck de cartes comme ça. Cette carte-là va nous indiquer comment l'utiliser. Il va me donner une précision, par exemple, lui, pour construire le feature deck. Ça, je vais y revenir dans une seconde. Il va me dire, quand tu construis le feature deck, suis les étapes suivantes. Ensuite, il me dit, enlève les clue cards du deck de Quest. Fait que je vais aller prendre toutes les cartes qui ont le mot-clé clue, qui ont une bordure un peu différente qu'on va pas le voir, du reste du deck. Puis là, il me dit, brasse ça ensemble. Ça, c'est ton deck d'indices. On va placer ça près du deck de Quest. Puis ensuite, il dit, ben là, le reste du deck, tu peux le brasser. Fait qu'on brasse le reste du deck. Fait qu'ici, j'ai mon deck de Clue Card, j'ai mon deck de Quest Card, et on me dit la carte tourne à côté. Puis ça va me donner l'objectif de la partie, comment on fait pour gagner la partie, puis il y a un effet qui va s'activer une fois par tour.
Quand on a fait ça, ben après, il va nous rester à choisir le vilain. Là, de la même façon, comme le deck de quête, des vilains, il y en a plusieurs dans la boîte de base. Moi, j'ai choisi le vilain Winora Morn. Ça vient avec une carte de vilain, ça vient avec un deck de cartes. Je vais aller là de l'autre côté, il y a une petite narration pour me montrer le vilain, qu'est-ce que c'est quoi son background, etc. Il peut avoir des informations particulières de setup. Fait que ça, je vais aller me faire une zone de vilain dans laquelle je vais mettre cette carte-là. De ce côté-ci, c'est très important. Et c'est ça. Fait qu'on on place le deck de cartes juste à côté. Et ensuite, combiné à ça, on va aller choisir les minions pour notre partie. Encore une fois, il y a 4 ou 5 sortes de minions dans le jeu de base différents. Il y a des espèces de cochons enragés, il y a les vampires et leurs esclaves, il y a des espèces de petites créatures batraciennes, etc. Fait que moi j'ai choisi les vampires et leurs esclaves. C'est le deck qui fit, qui fonctionne bien avec ce vilain-là, mais il n'y a absolument rien qui nous empêche de mélanger. J'aurais pu prendre les batraciens avec la chef vampire, j'aurais pu prendre le chef batracien avec les vampires et leurs esclaves, ainsi de suite. On va avoir une carte dans le deck de minions qui va nous expliquer la façon dont les threat tokens vont fonctionner, des jetons particuliers. Chaque groupe de minions a une façon de fonctionner différente avec ces jetons-là. On va se placer ça dans notre zone de jeu. On a un deck de cartes pour ce groupe de minions-là. Eux s'appellent The Thralls. Ils ont une série de figurines aussi qui vont venir, je les laisse toujours là-dedans, mais les Thralls, il va y avoir les figurines qui sont ici qui sont Thralls, il y a les figurines qui sont là, puis il y a les figurines qui sont là, qui vont être des figurines Thralls qu'on va garder pour loin de la surface de jeu parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'une série de bases pour aller identifier les minions au fur et à mesure qu'ils vont sortir du plateau. Et pour la mise en place de la quête, ça va ressembler un petit peu à ça. Je le précise, ces 3 informations-là, c'est des choses qui peuvent se changer. J'aurais pu choisir une quête différente avec cette combinaison de méchants-là. J'aurais pu changer le vilain, j'aurais pu changer juste les minions, j'aurais pu changer juste la quête. On mélange ça comme on veut. Fait que maintenant, qu'est-ce qui reste à placer? On a également à aller se placer juste à côté de notre carte de quête une carte d'hôtel. Fait qu'on en pige une, ça va donner un effet particulier qui va s'activer. Ici, c'est écrit Activate dans chaque phase de quête. Fait qu'on se garde ça juste à côté de notre garde de quête. Dans Altar Quest, on va avoir à explorer la map que vous voyez devant vous autres, aller trouver les pièces, fouiller dans les pièces et fouiller selon l'objectif qu'on s'est fixé. Dans l'objectif de search, c'est de rechercher l'hôtel magique de Altar Quest puis de trouver des indices sur cet hôtel-là. Et il va y avoir des objets qui vont apparaître dans chacune des pièces. Pour ça, on va avoir à construire un feature deck. Fait qu'on va aller prendre toutes les cartes feature deck qu'on a. On va sortir la carte de l'hôtel en tant que tel de ce deck-là. Puis ensuite, on va brasser, piger 7 cartes de ce deck-là, puis les brasser avec la carte d'hôtel. Là, le scénario qu'on a choisi peut avoir donné une précision. Dans le scénario Search, on me dit l'hôtel est particulièrement important, c'est ça qu'on cherche dans ce scénario-là. Donc, au lieu de le brasser n'importe où dans le deck, je vais le brasser avec 2 autres cartes, puis on va le mettre en dessous de mon deck de feature. Fait que je sais que mon hôtel, c'est une des 3 dernières cartes. Fait que certains scénarios peuvent me demander de préparer différemment le feature deck, mais normalement, c'est la carte d'hôtel avec cette autre carte prise au hasard. On va se faire également un deck de cartes Search, qu'on fait juste brasser et se mettre sur le côté du jeu. On va se mettre un deck de cartes Lurkers, qu'on va également se brasser et se mettre de côté du jeu. Je précise qu'on a 4 cartes qu'on doit enlever du deck Lurkers, qui ont rapport avec un scénario en particulier. Et on va reconnaître facilement ces cartes-là parce qu'ils ont des valeurs de points de vie très élevées. 14, 12 et 16, alors que le reste du deck, on a des 4, 5, 6 au niveau des points de vie en haut à droite. Fait qu'on peut identifier ces 4 cartes-là, Lurkers, facilement. Les dernières choses qui restent à nous placer, c'est de placer tous les jetons du jeu. Là. Je vais en faire une petite présentation rapide. On a les jetons de focus, qui vont être des jetons positifs pour nous autres. On va avoir les jetons de menace, comme je disais tout à l'heure, qui ont des fonctionnements particuliers selon le groupe de minions qu'on a. On peut avoir des jetons de progrès qu'on va aller placer sur des pièges, qu'on va aller placer sur des éléments de jeu sur lesquels on travaille pendant un certain temps. Des jetons de fouille, quand on va fouiller des pièces. Des jetons de provision, qui vont nous donner divers bonus qu'on gagne quand on tue des ennemis. On a des jetons d'armure, qui vont nous protéger évidemment. Des jetons de quête, avec lesquels on peut identifier certains éléments de quête. On a nos jetons de dégâts, qu'on va se mettre sur nous et les ennemis pour compter le nombre de points de dégâts qu'on fait. Tu penses que j'ai fini? Mais non. On a des jetons de trappe, des jetons d'alliés, différents jetons uniques qu'on va utiliser dans certains scénarios. On va avoir des bases dont j'ai déjà parlé pour identifier mes ennemis. Et évidemment, c'est un dungeon crawl, fait qu'on va avoir des dés.
On a 5 dés qui vont être les dés de compétences qu'on va utiliser en tant que tels, qui sont les dés cristallins bleus. Et on va avoir des dés élémentaux. Là, il y a des dés élémentaux qui sont en noir et blanc qui viennent dans le jeu de base. Ça, c'est les dés Kickstarter. Je trouvais qu'ils paraissaient un petit peu plus à l'écran pour savoir c'était quoi le symbole dessus. Fait que j'ai décidé de prendre eux autres. Mais dans le jeu de base, les symboles sont en noir et blanc. On les voit bien, mais ils sont en noir et blanc. En début de partie, ces 5 dés-là, on va les rouler. Ça va nous donner notre bassin élémentaire, fait que les ressources élémentaires qu'on va pouvoir utiliser en début de partie. Ces dés-là, on a besoin de les brasser, on les garde quelque part pour bien les voir. Dernière chose qui reste à choisir, c'est où est-ce qu'on commence. On va avoir à placer cet escalier-là dans une pièce quelque part. On va toujours placer les éléments dans une pièce sur les flèches qui sont à l'intérieur d'une pièce pour indiquer que c'est là que les éléments de décor vont aller. Si j'ai un élément de décor qui prend juste une case, on va le placer sur cette flèche-là. Si j'ai un élément de décor qui prend 2 cases, on va le placer sur les 2 flèches blanches. Puis si j'ai un élément de décor qui prend 4 cases, on va le placer sur les 4 flèches ici. Mon escalier, je dois décider où je commence. Je vais utiliser la méthode scientifique de le garrocher sur le plateau. Je vais aller le placer donc dans cette pièce-ci. Mon héros va commencer quelque part sur cette case-là. Et je suis prêt à commencer ma partie. Maintenant, il me reste juste à expliquer les règles. Donc, premièrement, comment fait-on pour gagner ou perdre à Alter Quest? Ben, pour gagner, ça va être indiqué sur notre carte Quest qu'on a choisi. Dans mon cas, j'ai choisi la quête de Search. On cherche un artefact magique et l'hôtel. Comme on dit, si j'ai un jeton de Quest, mais un par joueur, je joue seul, donc un jeton de Quest sur cette carte-là. Que je suis revenu sur l'escalier de départ, ben j'ai trouvé l'artefact et je gagne la partie. Il peut y avoir des petites règles spéciales. On me dit que je peux défausser des cartes clous autant que je veux. Et j'ai une règle d'activation qui va s'activer, qui va s'appliquer une fois par tour. Fait que la règle de victoire est toujours indiquée sur cette carte-là, qu'on garde dans la zone de quête. Et comment on fait pour perdre? Ben, si mon héros meurt, j'ai perdu. Si je joue à plus qu'un, dès qu'un héros meurt, la partie est quand même perdue. Et il peut y avoir des règles de défaite particulières dans certains scénarios qu'on va avoir choisis, qui vont être indiqués, encore une fois, sur la carte quête. Donc maintenant, le tour de jeu en tant que tel, comment ça fonctionne? Ben, premièrement, un petit overview rapide. Dans un tour de jeu, les joueurs vont tous jouer dans l'ordre qu'ils le veulent. Là, évidemment, je suis seul, fait que juste moi qui va jouer. Chaque joueur va prendre 3 actions. Il doit compléter son tour avant qu'un autre joueur puisse commencer le sien. Quand tous les joueurs ont pris leurs 3 actions, ils pigent une carte pour compléter leur main. Et on va tourner cette carte-là. Ensuite, il va y avoir une phase de threat, une phase de vilain, une phase de quête. Quand ces 3 phases-là sont faites, on retourne de côté et on recommence avec le tour des héros jusqu'à temps que la condition de victoire ou de défaite soit atteinte. Dans le tour d'un joueur en tant que tel, la première chose qu'il peut faire, c'est de prendre les différentes actions qui sont ici. Fait que Move, Card Action, Interact, Play Action Card, Draw Card, Rest, Channel. Je vais commencer tout de suite plus en détail avec l'action Move. L'action Move permet au héros de se déplacer. Quand on se déplace, on peut se déplacer en diagonale, on peut se déplacer de façon orthogonale, il n'y a aucun problème. Et on doit tout simplement dépenser jusqu'à 3 cases de déplacement. Fait que je pourrais faire 1, 2, 3, je pourrais m'en aller 1, 2, 3, c'est moi qui décide. Si on est adjacent à un endroit où il y a une porte, les portes sont identifiées avec les petites lignes blanches qu'on voit un petit peu partout sur le plateau, on peut décider gratuitement d'ouvrir la porte et de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce-là. Ça ne coûte pas de points de déplacement, fait que je pourrais tout à fait faire 1, 2, révéler la pièce, et ensuite, avec mon 3e point de déplacement, retraiter, rentrer dans la pièce, c'est moi qui décide. Je viens de dire qu'on peut se déplacer en diagonale, c'est toujours vrai, sauf si on rentre dans une pièce. Fait que si je fais 1, 2, je révèle la pièce, ben avec mon 3e point de déplacement, si je veux rentrer, la seule case où je pourrais rentrer, c'est la case qui est directement en ligne droite. On ne peut pas se déplacer en diagonale pour rentrer dans une pièce. Fait que disons que je révèle la pièce. Première chose que je vais faire quand je révèle la pièce, je vais mettre une petite porte ici pour montrer que cette porte-là, maintenant, elle est ouverte. La deuxième chose qu'on va faire quand on révèle une nouvelle pièce, c'est qu'on va aller dans le deck de cartes Feature, puis on va aller piger une carte pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là. Ah, j'ai une bibliothèque. Fait qu'on va aller prendre la dite bibliothèque et on va aller la placer dans la pièce. Je vais aller la placer sur les flèches qui sont juste ici. Si mon objet prend 2 cases, ce qui est le cas, je vais prendre les 2 flèches blanches. S'il ne prenait qu'une case, je prendrais la petite flèche cassée juste ici. Et s'il prenait 4 cases, ben, je prendrais évidemment les 4 cases. Fait que ma bibliothèque est là. Les features d'une pièce vont me donner généralement des particularités. Ici, il y a quelque chose qui va s'activer dans chaque phase de quête. Et ici, j'ai une nouvelle action. Je peux interagir avec la bibliothèque si je suis une distance de 1 et j'aurai à faire un test de cette compétence-là pour voir qu'est-ce que ça fait si j'ai réussi le test, d'aller gagner de l'information, des clous, etc. Je vais placer la carte dans la zone de quête, dans la zone de jeu où tous les joueurs vont pouvoir la voir clairement parce qu'à partir de maintenant, on peut interagir avec ça.
Deuxième chose que je vais faire, je vais aller dans mon deck de quête et je vais aller piger une carte. Il va y avoir un petit texte narratif que je vais vous laisser découvrir si vous jouez. Et je vais avoir un effet, dans ce cas-ci, When Revealed. Fait que When Revealed, ça me dit que je vais attacher cette carte-là à la Room Feature Card. Fait que je vais reprendre la bibliothèque et je vais l'attacher comme ça. Puis ensuite, chaque joueur doit défausser un focus ou piger une Lurker Card. Ça, je vais y revenir. Fait que disons que j'ai dépensé un focus pour ne pas piger la carte. Et à partir de maintenant, ben, dans ma phase de quête, tous les mots-clés Activate vont s'activer dans la phase de quête. Je peux déclencher l'effet de cette carte-là pour aller chercher des Clue Cards. Fait qu'ici, je vais avoir un effet particulier de ma bibliothèque. C'est comme ça que je vais chercher mes indices pour trouver l'hôtel et l'artefact que je cherche. Mais ce n'est pas tout. La troisième chose que je vais avoir à faire quand je joue dans une pièce, c'est d'aller piger des cartes dans le deck de Minion. Chaque joueur va piger une carte qui va aller placer dans sa zone de menace. Les cartes qu'on peut avoir, je peux avoir des trappes. Les trappes ont une couleur. La petite couleur est juste ici jaune. Fait que là, si j'ai pigé la trappe jaune, je vais aller chercher ma trappe jaune et je vais aller la placer collée sur le feature le plus proche possible de moi. Les autres types de cartes que je peux avoir pigé des minions, des vilains. Si je pige un vilain, ben, je vais aller chercher la figurine correspondante. Dans ce cas-ci, on voit que c'est une gargouille. J'ai le même icône de couleur dans le centre de la carte. Fait que la gargouille, je vais y mettre une petite base verte. Comme ça, ici. Et je vais aller faire apparaître la gargouille dans la pièce. Où est-ce que la gargouille apparaît? Elle apparaît dans la fissure qui est à l'intérieur de la pièce. Chaque pièce a une espèce de trou. Selon les pièces, on ne voit pas toujours bien. Dans cette pièce-là, on le voit un petit peu mieux, il est ici. Lui, il est juste ici, fait que la gargouille va apparaître juste là. Et cette carte-là va aller dans ma zone de menace, fait que je vais la placer juste au-dessus de mes cartes à moi. Et cette carte-là va s'activer dans chacune des Threat Phases. Les autres types de cartes qu'on peut avoir, des fois on va avoir des cartes, il y en a-tu dans ce deck-là, je suis même pas certain. Des fois on a des cartes qui sont des événements. Quand c'est un événement, ben, j'active l'effet de la carte, puis ensuite je défausse la carte tout simplement. Quand c'est ça que je pige. Là, dans mon cas, il y a un monstre qui est apparu. Quand j'ai pigé ces trois cartes-là, fait une feature card, une quest card, puis une minion card, ben là, j'ai fini de faire apparaître ce qu'il y a dans la pièce. Fait que je peux terminer mon déplacement, par exemple, en prenant mon troisième point de déplacement, et là, je l'aurais fait une action. Fait que le déplacement va fonctionner comme ça. Les autres actions qu'on peut faire, c'est relativement simple, puis ils vont généralement impliquer qu'on fasse des tests. Fait qu'on peut jouer des cartes de sa main. Si je joue des cartes qui ont le mot-clé Action, ça me prend une action jouer cette carte-là. Si la carte elle est ongoing, c'est une carte qui va rester en jeu. Fait que je pourrais prendre une action pour jouer cette carte-là. Je la mettrai dans ma zone de jeu. Je gagne des pouvoirs que je peux utiliser de temps en temps. Si j'ai des cartes qui ont le mot-clé réaction, je vais les jouer en réaction à un effet de jeu. Par exemple, ici, quand il y a un ennemi qui fait l'effet Inflict, mais je pourrais défausser cette carte-là pour la jouer. Et j'ai des cartes qui ont le mot-clé Action, mais qui n'ont pas le mot-clé Ongoing. Je fais juste le défausser, faire l'effet de la carte. Je peux avoir un range pour activer le pouvoir de la carte, etc. Finalement, j'ai des cartes qui sont Feat. Les cartes qui sont feat, je peux les dépenser pour les utiliser et ils ne me prennent pas de points d'action. Fait que si je décidais d'utiliser cette carte-là, je fais juste la défausser, mais je ne tourne pas un de mes jetons pour montrer que j'utilise une action. Les autres actions possibles qu'on va avoir, on peut avoir des actions, comme j'ai déjà dit, d'interaction. Fait que si je suis adjacent à un des features du jeu, un des objets du jeu, c'est sa carte qui va me décrire qu'est-ce que je peux faire dessus par rapport à cet objet-là. Je peux aller chercher des jetons, etc. Il y a des actions de repos. Si on peut dépenser une action et un jeton de provision si on en a. Puis on est obligé de dépenser le jeton de provision pour faire l'action de repos. Fait qu'un jeton un action puis un jeton de provision pour se guérir de 2 points de vie. Et on peut également, avec une action, aller manipuler les dés élémentaires. Ça, les dés élémentaires, je vais expliquer dans quelques instants comment ils fonctionnent. Pour l'instant, rappelons-nous que je peux prendre une action pour gagner un jeton de focus et placer un dé élémentaire sur la face de mon choix. Et ça fait un peu le tour des actions qu'on va avoir. Le reste des actions, c'est vraiment les cartes qu'on a qui vont décrire qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux activer avec mes différentes actions. Je précise aussi qu'à la fin de notre tour de jeu, gratuitement, on pige une carte pour renflouer notre main. Mais pendant notre tour, si on a besoin d'une carte ou si on n'a pas grand-chose d'autre à faire, on peut dépenser des actions pour piger une carte par action qu'on dépense aussi, si on le désire.
Ce qui me reste à dire maintenant, les jets de dés puis les dés élémentaires, comment ça fonctionne. Fait que si je prends une action qui me demande de faire un jet de dés, par exemple, si je regarde sur cette case-là, on me dit que comme action, je peux attaquer en utilisant ma compétence rouge, qui est la force, je pense. Fait que si je vais attaquer en utilisant ma compétence rouge, ben on voit que j'ai 2 dans ma compétence rouge, donc je vais lancer 2 dés pour attaquer. Fait que là, dans ce cas-ci, je peux attaquer à une portée de 1, tel qu'indiqué, fait que j'aurai à prendre une action de déplacement avant pour me rendre à portée du monstre. Quand on veut attaquer, ben on lance simplement le nombre de dés qu'on se fait demander. Chaque espèce de petite étoile comme ça est un succès. Fait que là, je viens d'y infliger 2 points de dégâts. Le monstre peut avoir une valeur d'armure. Fait que ici, lui, il a une valeur d'armure de 2. Fait que mon 2 points de dégâts, j'ai absolument rien fait. Il y a un certain nombre de points de vie. Ça, c'est ses capacités qu'il lui va utiliser quand lui va s'activer. Fait que dans ce cas-ci, je ne lui aurais rien fait. Quelles sont les autres valeurs que je peux obtenir si je roule ceci? Ici, ça, c'est le jet de focus. Fait que si j'avais roulé, par exemple, ceci, j'aurais eu un succès et un focus. Le focus s'utilise de deux façons. Soit je peux décider de le laisser comme ça, fait que je fais rien avec, mais je gagne un focus par symbole de focus que j'ai. Ou je peux faire le contraire. Si j'ai des jetons de focus, je peux décider d'en dépenser un pour transformer un focus ordinaire en succès. Puis je peux le faire autant de fois que j'ai de symboles de focus. Fait que si par exemple, je roulais ceci, ben, j'aurais eu 2 succès. Et si je possédais 2 jetons de focus, j'aurais pu les dépenser pour transformer les 2 succès supplémentaires, ben, les 2 focus supplémentaires en succès pour un total de 4. Si j'avais possédé juste un jeton de focus, j'aurais pu faire un 2, transformer lui en succès pour un 3, et avec ce symbole-là, gagner un jeton de focus, le même que j'ai dépensé. Je précise que je dois posséder le jeton au moment où je lance les dés pour pouvoir les transformer. Je ne peux pas gagner un jeton focus avec lui et transformer lui en succès avec le jeton que je viens juste de gagner. Le seul résultat qui me reste, que je n'ai pas encore décrit, c'est celui-là qui est le symbole d'explosion. Si je roulais par exemple ceci, ça me donne 2 succès, mais vu que j'ai une explosion, je peux lancer un dé et l'ajouter, j'ai une autre explosion, puis je peux continuer comme ça tant que je n'ai pas d'explosion. Fait que dans ce cas-ci, ça me ferait un total de 4 succès. Les jets de dés vont fonctionner comme ça. La seule chose qui me reste à dire pour les jets, après les jets de dés, c'est comment fonctionnent les dés élémentaires. Il y a énormément de cartes dans le jeu qui vont avoir des effets où je peux dépenser pour utiliser des dégâts, pour utiliser les dés élémentaires. Fait que si quand j'ai fait mon action d'attaque rouge, j'aurais pu dépenser le symbole de terre, qui est le petit diamant, pour activer la carte en même temps. Il me dit « Deal 1 damage to an enemy within range ». J'ai de la terre qui est disponible dans mon pool de dés. Fait que quand je l'ai attaqué, je n'y ai rien fait, mais j'aurais pu dire « J'utilise ma carte ». J'utilise ce dé-là et je lui inflige un dégât automatiquement. Quand on inflige des dégâts directs, ça passe l'armure. Le dé que j'ai utilisé, je fais juste le relancer, j'ai obtenu le même symbole et il retourne dans le pool. Fait qu'on a toujours 5 symboles qui sont disponibles. Je précise que pour utiliser le bas de la carte, il faut que j'ai utilisé l'action qui soit à côté. Puis le fait d'avoir utilisé le bas de la carte ne m'empêche pas d'utiliser le haut par la suite. Fait que même si ma carte est tapée, avec une action subséquente, je pourrais encore décider d'attaquer avec le rouge, mais comme elle est tapée, je pourrais plus utiliser le bas de la carte. Une carte qui est comme celle-là, ben, va me donner 2 options. Soit j'utilise cet effet-là, soit j'utilise le soleil qui est comme ça ici pour utiliser un effet plus puissant. Fait que je vais pouvoir utiliser juste un des deux parce qu'une fois que je vais l'avoir utilisé, je vais avoir tapé ma carte comme ça. Fait que quand lui, dans le fond, me dit utilise le soleil, puis après qu'un personnage ait roulé des dés, je peux ajouter une explosion automatique. Fait que j'aurais pu dire quand j'ai eu mon 2 succès de tantôt, j'utilise le soleil qui est là, je relance ça. Ça me donne un succès automatique en explosion, donc je peux rouler un dé supplémentaire, puis éventuellement monter le nombre de succès, puis peut-être réussir à faire mal à la gargouille. De la même façon, quand j'ai des cartes dans mes mains comme ça ici, disons si je prenais lui, ben je pourrais utiliser Blinding Light, l'effet qui est là, et au moment où j'utilise la carte, après avoir utilisé cet effet-là, je pourrais utiliser un symbole de feu, qui est disponible ici, que je relance, pour en plus utiliser l'effet du bas de la carte. Et la plupart des cartes vont avoir des effets comme ça. Un test quelconque, bas de la carte, test quelconque, effet supplémentaire si j'utilise un élément dans le bas de la carte. Certaines cartes, certains effets vont me dire fais un test, c'est-à-dire lance le nombre de dés égal à ta compétence dans cette couleur-là et obtiens ce nombre de résultats-là pour être capable de réussir le test puis de déclencher l'effet de la carte. Fait que si j'ai une valeur bleue de 3, j'aurais besoin de lancer 3 dés et d'avoir 3 succès. Fait que si je lance 3 dés, j'ai 1, 2 succès, 3 succès, je lance un 4e dé. J'en lance un autre parce que je continue à exploser. Fait que ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 succès.
Je n'ai pas du tout besoin d'utiliser le focus qui est là, fait qu'à la place, je gagne un jeton de focus. J'ai réussi à utiliser l'effet de cette carte-là. Si je voulais, je pourrais défoncer un soleil pour en plus utiliser le bas de la carte. Fait qu'on va rouler comme ça jusqu'à temps qu'on ait utilisé nos 3 actions, mais jusqu'à temps que tous les joueurs aient utilisé nos 3 actions. Quand j'ai fini d'utiliser mes 3 actions, ben je vais détaper, en bon français, toutes mes cartes. Je vais piger une carte que je vais ajouter à ma main. Puis ensuite, ça va être aux phases ennemies qui vont se faire. Et pour me rappeler comment ça fonctionne, ben, je tourne ma carte puis j'active ces 3 phases-là, une après l'autre. La première partie du tour du mal, c'est le Threat Turn. Le Threat Turn, c'est la zone de menace qui est dans la zone de chacun des joueurs. Fait que tous les joueurs, un par un, vont activer toutes les cartes qui ont dans la zone de menace de gauche à droite. Là, pour l'instant, je n'en ai qu'une, la gargouille que j'ai trouvée tantôt. Peut-être que je pourrais avoir des pièges, peut-être que je pourrais avoir des lurkers. Les lurkers, soit dit en passant, on a vu l'effet tantôt. Quand on me demande de piger une carte lurker, lurker, c'est tous les monstres que tu possèdes dans du jeu Alter Quest. Il y a un exemplaire de chacun de ces monstres-là là-dedans. Fait qu'il peut y avoir des minions qui viennent de sets que tu n'as pas utilisés. Par exemple, si je pigeais cette carte lurker-là, ben là, c'était mon batracien. On voit que lui, il n'y a pas de couleur particulière, fait que je ne mettrais pas de base. Fait que c'est un des batraciens que je n'utilise pas présentement dans ma partie. Les lurkers, c'est ces cartes-là. Mais là, dans mon cas, j'ai juste une carte. Fait qu'on va toujours, dans l'ordre de gauche à droite, faire tous les effets Activate. Premièrement, Engage. Engage, ça veut dire qu'il se place à portée pour pouvoir m'attaquer en étant le plus loin possible de moi s'il y a du range. Ça, c'est son déplacement pour le faire. Fait que lui, il a un range de 2. Fait qu'il pourrait se mettre, par exemple, comme ça, ici. Il s'éloigne de moi. Puis, il était quand même à portée pour pouvoir m'attaquer. Puis ensuite, il va me faire Inflict. Ça, grosso modo, c'est qu'il m'attaque. Il m'attaque à 5 points de dégâts. Et moi, je me défends avec ma compétence verte. Fait que dans ce cas-ci, j'ai une compétence verte de 1, tel qu'indiqué sur ma carte juste là. Fait que 5 moins 1, il me fait 4 de dégâts. J'ai une armure de 1, fait que je le réduis encore de 1. Fait que je finis avec un total de 3. Si j'avais des jetons d'armure sur ma fiche, mais je pourrais les dépenser. Puis chaque jeton d'armure que je dépense va réduire de 1 supplémentaire les dégâts. Fait que comme il me fait 3, ben je mange 3 points de dégâts comme ça que je mets sur ma fiche tout simplement. Sa zone d'activation est finie. Souvent, il va avoir un effet supplémentaire. S'il ne peut pas m'avoir attaqué, parce que même après avoir fait son déplacement de 6, il n'est toujours pas à portée de 2, ben, il fait Engage encore, fait qu'il se redéplace de 6 pour essayer de se mettre à 2, puis ensuite, chaque personnage qui est à portée de 2 va gagner un Threat Token, fait qu'on va gagner un jeton comme ça s'il n'a pas réussi à m'attaquer. Eux aussi vont avoir des effets une fois qu'il s'est activé, s'il y a de la nuit de disponible, fait que si on était comme ça, ben, il va utiliser ce dé-là pour déclencher un effet supplémentaire. Quand il utilise le dé, pareil comme nous autres, il le relance pour changer l'élément. Puis ensuite, si j'avais d'autres cartes threat comme ça, on les active une par une. Je précise, il y a des petites différences des fois dans leurs mots-clés. Inflict, on se défend, fait que notre armure marche contre les inflict, nos armor tokens marchent contre les inflict, mais des fois il y en a qui vont faire des resist. Resist, l'armure ne fonctionne pas, puis les armor tokens ne fonctionnent pas non plus, mais les valeurs sont généralement un petit peu plus basses. Fait que quand tous les ennemis de chacun des joueurs, toutes les cartes, pas toujours des ennemis, mais quand toutes les cartes qui sont dans les zones actives de chacun des joueurs ont été activées l'une après l'autre, ben, on a terminé la phase de threat, puis on passe à la phase de vilain. Dans cette phase-là de vilain, ben, il fonctionne exactement de la même façon. Lui, il y a un effet Activate aussi, fait qu'à chaque phase de vilain, il fait ceci. Tous les minions se guérissent de 1. Puis s'il n'y a pas de minion en jeu, chaque joueur doit faire Resist 3. Donc, comme je viens de le dire, Resist 3 avec le rose, ça veut dire qu'on mange 3 points de dégâts. J'ai le droit de lancer 2 dés pour m'en défendre. J'en bloque un des 2. Un des 3, je pourrais dépenser mon focus si je veux pour transformer lui en succès. Ou gagner un jeton de focus avec ce symbole-là. Je décide. Quand c'est fait, ben, on regarde est-ce qu'il y a de la nuit de disponible, oui ou non. S'il y en a de disponible, on applique également cet effet-là. Et quand ça, on active la carte, cette carte-là activate, du deck de vilain, on révèle une carte et on fait ce qui est écrit sur la carte. Ça a généralement des événements. Il va y avoir un effet spécifique qui est écrit sur la carte. Des fois, il peut y avoir des minions qui apparaissent. Il peut y avoir un paquet d'effets différents selon les cartes qu'on va révéler. Si on arrive dans la phase de vilain puis on arrive pour révéler une carte et il n'y en a plus de cartes vilain, le deck est terminé. Généralement, ils ont 8 ou 9 cartes dedans. Fait qu'au 9 ou 10e tour de jeu, on va activer cette carte-là puis ensuite, on ne pourra pas révéler de carte parce qu'il n'y en aura plus dans le deck. Mais ce qu'on fait à la place, c'est qu'on tourne cette carte-là. Ce deck-là est terminé. On tourne cette carte-là et le vilain apparaît. Le vilain va spawner sur le plateau. Il va spawner comme les autres, fait qu'il va spawner dans la zone
dans la fissure de la pièce où on se trouve. Et à partir de maintenant, il va s'activer à chaque phase de vilain. Fait que quand on va faire l'activation des vilains, lui aussi il va s'activer, il va déclencher les effets sur sa carte, s'il y a des éléments, il va les faire. Lui, il a un certain nombre de points de vie par joueur, fait que comme je dis ça, il y aurait 8 points de vie, mais il y aurait une armure de 3, elle peut se déplacer de 4, elle peut attaquer à une portée de 5, etc. Et si jamais elle, j'ai réussi à la tuer puis j'ai toujours pas gagné la quête, ben dans chaque phase de vilain, on n'activera plus les cartes, mais à la place, dans chaque phase de vilain, je vais piger une carte de minion comme ça que je vais rajouter dans ma zone active, fait que ça va être de plus en plus difficile, parce que le vilain est mort. Et la dernière étape, c'est la phase de quête. Fait que dans la phase de quête, on va activer toutes les cartes qui sont dans la zone de quête de gauche à droite. Dans notre zone de quête de gauche à droite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, en premier, on va avoir notre carte de quête, généralement. Notre carte de quête, elle va dire ici qu'est-ce qui se passe. Fait que chaque héros qui contrôle une clue card doit défausser un focus pour chaque clue card qu'il contrôle ou faire un jet de resist de 3. Fait qu'éventuellement, recevoir des dégâts. Puis si en plus il y a des jetons de quête sur cette carte-là, les joueurs vont avoir à piger des threat cards. Donc des threat cards, c'est ces cartes-là, les minions. Fait que plus la partie va avancer, plus ça va être difficile. Une fois que cette carte-là est activée, ben on va activer notre carte d'hôtel. Fait que Activate. Chaque héros doit faire l'effet qui est ici. S'il y a un élément particulier qui est disponible, il y a cet effet-là qui s'applique en plus. Quand l'hôtel est activé, ben on va aller regarder nos différentes features. On voit que le bookshelf que j'ai trouvé précédemment, ben Activate. S'il y a un héros qui est adjacent à cette carte-là, il peut piger une carte. Fait que si j'avais fini mon tour comme ça, dans la phase de quête, je peux piger une carte. Puis en plus, on se rappelle que mon feature, moi, il y a une carte qui est attachée après mon feature. Fait qu'il y a une carte qui me dit, si je suis adjacent à la bibliothèque qui est là, ben je peux piger une carte du Clue Deck, puis ensuite défausser cette carte-là. Fait que je pourrais envoyer cette carte-là dans la défausse, piger une carte du Clue Deck. Fait que j'ai trouvé un parchemin. Le parchemin me dit je peux prendre contrôle du parchemin. Puis si je suis adjacent à l'hôtel et que j'ai les deux moitiés de parchemin, ben, je peux mettre un jeton de quête sur la carte de quête. C'est ça que j'essaie de faire dans cette partie-là. Fait que si je réussis dans tout ce deck de cartes-là de Clue, si je réussis à trouver la deuxième moitié du parchemin, je vais pouvoir aller les défausser pour placer un jeton de quête sur la carte de quête. Puis on se rappelle que c'est exactement ça que j'essaie de faire. Ce qu'on me dit sur ma carte de quête, si j'ai un jeton de quête sur cette carte-là, je peux revenir aux marches et j'ai gagné la partie. Fait que c'est ça que je veux faire. Et quand j'ai fini d'activer toutes les cartes que j'ai dans ma zone de quête, fait que plus la partie va avancer, plus je vais en avoir parce que toutes les features s'en vont dans la zone de quête. Fait que je vais avoir de plus en plus d'effets que je vais avoir. Je vais toujours avoir mon hôtel, la carte de quête elle-même qui va avoir des effets particuliers et les différents features que je vais avoir généralement si je suis adjacent. Quand j'ai activé toutes ces cartes-là, je tourne ça de côté, puis on recommence avec les 3 actions de chacun des joueurs. 3 petites informations pour terminer. Certains endroits, par exemple cette petite table d'alchimie-là, ça serait indiqué sur cette feature-là, vont me permettre de faire des jets de search. Fait que si interagir, on me dit je peux faire un jet de search. Quand on demande dans le jeu de faire des jets de search, comment ça fonctionne, ben on va toujours nous donner comme d'habitude notre caractéristique. Dans ce cas-ci, il me dit faire un jet de search avec cette valeur-là, donc je lancerai 2 dés. Et les jets de search, de la façon dont ils fonctionnent, je suis content, ça va être un bon exemple. On voit ici que j'ai 3 succès. Et si j'avais un jeton de focus, je pourrais transformer ce symbole-là en 4e succès, ou je pourrais décider de faire un jeton de focus avec ce symbole-là. Fait que les jets de search, comment ça marche? La première chose qu'on va faire, c'est que si on réussit le jet de search, donc de base, à ce que si j'ai pas de résistance à mon jet de search, parce que c'est la première fois que je le fais, si je réussis le jet de search, je vais aller piger une carte dans le deck de search, qui sont généralement des items que je peux utiliser une fois pour aller gagner un bonus. Certaines de ces cartes-là vont me permettre de le taper une fois par tour pour faire un effet particulier, puis je peux l'utiliser. Quand j'ai use, ça veut dire que je défausse la carte une fois que je l'utilise. Donc je peux trouver tout plein d'objets différents qui vont me donner différents bonus, différents petits atouts. Et pour chaque succès au-delà du premier que j'ai, ben, je vais gagner des supply tokens. Fait que dans ce cas-ci, avec mes 3 succès, je pigerai une carte search et 2 supply tokens. Quand j'ai réussi à faire cette recherche-là, je vais prendre un jeton de fouille et je vais aller le mettre sur la carte de l'endroit où j'ai fouillé. Là, j'ai fouillé dans le bureau d'alchimie. Fait qu'à partir de maintenant, toutes mes recherches dans cet endroit-là vont être plus difficiles. Je vais m'enlever un succès. Si au tour suivant, disons que je décide de fouiller encore, ben là, on voit que j'ai 2 succès, moins 1 à cause de ce jeton-là. Fait qu'il me reste juste un succès, ce qui veut dire que je fais juste piger une carte. Je ne gagnerai pas de jeton supply supplémentaire. Puis comme c'est la deuxième fois que je fouille, ben je vais aller placer un autre jeton dessus.
Fait que la prochaine fois que je vais fouiller, je vais avoir un malus de 2 sur mon jet de dés. La fouille fonctionne comme ça. Deuxième chose que je voulais dire, les monstres, quand on les tue, l'autre bonus qu'on va avoir en plus de se débarrasser du monstre, c'est qu'on va gagner un jeton de supply. Les jetons de supply, j'ai déjà dit qu'on pouvait s'en servir pour se guérir, prendre une action et un jeton de supply, on peut se guérir de 2. Mais les jetons de supply ont une deuxième utilité. Peu importe le jet que je fais, disons par exemple que je veux chercher encore ce lieu-là, et là je sais qu'il y a une difficulté de 2 dessus, je peux dépenser maximum un jeton de supply par jet pour me rajouter un dé supplémentaire. Fait que dans ce cas-ci, 1, 2, 3 succès, j'ai une explosion, fait 4 succès, moins 2, ça me donne 2 succès. Je gagne une carte de Surge, je gagne un jeton supply avec le succès supplémentaire, et je place un nouveau jeton de cherche sur cette carte-là. Fait que les jetons de supply, on peut servir quand on résiste à des dégâts, quand on attaque, etc., etc. On peut toujours en dépenser un pour se rajouter un dé. Je peux pas dépenser 4 de supply pour avoir 4 dés de plus sur la même jet, mais je peux en mettre un. Et finalement, les trappes, la dernière chose de laquelle je vais parler, c'est la façon dont fonctionnent les trappes. Quand j'ai une trappe qui apparaît, c'est des trappes qui vont spawner comme des ennemis. Ici, par exemple, j'ai la trappe verte qui apparaîtrait. Les trappes vont toujours apparaître juste à côté des features le plus proche possible de l'endroit où le joueur se situe. Fait que quand j'ai ouvert la porte qui était juste là, la trappe serait apparue juste ici pour me bloquer le chemin. Puis on n'oublie pas que normalement, je mets aussi une porte pour montrer que cet endroit-là est ouvert. Là, je vais l'enlever pour de visibilité. Trigger. Cet effet-là va se déclencher dès que j'arrive adjacent à cette trappe-là. Fait que si je fais un déplacement puis je me ramasse là, je vais activer l'effet Trigger. Je vais gagner un Threat Token. Ensuite, il va me dire que je peux interagir avec cette trappe-là. Quand j'interagis avec la trappe, on va voir que j'ai un task, donc j'essaie de faire une tâche. Puis le petit 1 à côté, c'est qu'il va annuler mon premier succès. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'essaie de faire la tâche, ben, j'utilise ma compétence rouge, donc 2 dés rouges. Je peux dépenser des supplies, on l'oublie pas, pour ajouter. Fait que ici, j'ai une explosion, donc je rajoute un dé. Ça me donne un total de 2 succès. Ici, je pourrais gagner un focus ou le dépenser pour me donner un troisième succès. Disons que je dépense un focus pour me donner un troisième succès. Comme ça, ici. J'ai une résistance de 1. Fait que ça va m'annuler un de mes 2 succès, ce qui veut dire que je termine mon score avec 2 succès. On va aller prendre 2 jetons de progrès. On va les mettre sur la carte de la trappe. Et quand je serai à 3 de progrès sur cette carte-là, je vais avoir complètement désactivé la trappe, on va la défausser, puis on va gagner un jeton de token. En attendant, comme cette trappe-là va être dans ma zone de menace, ben dans toutes les phases de menace, on va faire son effet Activate. Fait que les personnages qui sont dans cette pièce-là gagnent des threat tokens, on révèle des threat cards, etc., etc. Fait que chaque piège va avoir des effets négatifs qui vont s'activer à tous les tours jusqu'à temps que je les désarme. Je vais avoir un effet négatif qui va s'activer quand je vais approcher du piège. Puis après, je vais avoir des jets de tâches à faire pour éventuellement défausser cette carte-là pour être capable de m'en débarrasser. Et dans une survol relativement rapide, ça fait le tour des règles d'Alter Quest. Donc voilà, c'était Alter Quest, le jeu de société. C'est le fameux jeu dont j'avais tant entendu parler, qui avait été quand même un beau succès sur Kickstarter. Fait que d'abord, au niveau des composantes, comme d'habitude, c'est un jeu que j'aime 95% des composantes. Les composantes sont très bonnes, les cartes, ils ont un petit fini dessus, le visuel des cartes, c'est super. Les jetons, tout est très efficace. Les figurines, c'est des super belles figurines, des belles sculptures. J'aime beaucoup le feeling Hero Quest, là, les pièces qu'on trouve, la bibliothèque, l'hôtel, le miroir, les coffres, etc. On a vraiment des figurines, des espèces de gros champignons géants, des trucs comme ça. On a des figurines pour représenter tout dans le jeu. Les figurines, on a une espèce de gris pâle pour les features. Les héros sont bleus, puis les monstres sont gris foncé. Fait qu'aussi au niveau de la couleur, le visuel des pions qu'on a sur le plateau, c'est facile de différencier les uns des autres. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les cartes, j'aime bien aussi. Les jetons, j'aime bien aussi. Par contre, il y a un morceau que je déteste, que je vais vous montrer à l'instant. C'est le plateau de jeu. Comme vous l'avez vu, le plateau qui, premièrement, au niveau visuel, est très blanc. Ben, pas blanc, mais très beige. Il n'y a rien de particulier dessus. Et il est surtout gigantesquement inutile. Il est très très gros, le plateau de jeu, là, ça c'est juste la moitié. Il est très très gros le plateau de jeu. Il prend toute la table, puis il enlève le sentiment d'aventure épique que j'aime avoir dans ce genre de jeu-là. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on déploie le plateau, on peut commencer où on veut sur le plateau, ça c'est cool, mais dès qu'on déploie le plateau,
Le design visuel, il est fixe pour la partie. Les pièces vont toujours être dans le même ordre. Je vais toujours les découvrir dans le même sens. Puis que je découvre une pièce ou une autre, ça ne change pas grand-chose. Et en plus, comme j'ai pas compté, mais il doit y avoir pas loin de 20 pièces sur le plateau de jeu, puis dans une partie, on va en découvrir 7-8, il y a toujours plus que la moitié du plateau qui est vide, puis qu'on n'utilise pas dans une partie. Il n'y a aucune partie que j'ai passé proche de découvrir toutes les pièces. Puis à un moment donné, il n'y a juste plus de feature card de toute façon, fait qu'on n'a pas intérêt à vouloir toutes les trouver. Fait que j'ai trouvé ça dommage de me donner un morceau si gros que ça, qui est si inutile que ça. Parce qu'en plus de prendre de la place sur la table dans un jeu qui prend déjà beaucoup de place avec tous les decks de cartes et tous les jetons qu'il y a, fait que ça nuit à la jouabilité du jeu. En plus, il m'enlève l'impression d'aventure extraordinaire que je vais avoir parce qu'il a l'air vide, le plateau. J'aurais beaucoup mieux aimé un deck de tuiles avec des plus petites pièces ou un plateau plus petit à tout le moins, puis au fur et à mesure, quand j'ouvre une nouvelle pièce, je pige la première tuile du paquet, je la place là. De toute façon, il n'y a pas de différence narrativement au niveau mécanique entre les pièces. J'aurais pas avoir un deck de tuiles sur le côté avec des pièces beaucoup plus petites. Puis moi, probablement que les prochaines fois que je vais jouer à ça, je vais vraiment tenter de garocher le plateau vidange, de sortir genre des tuiles de Gloomhaven, puis de les flipper au hasard, puis de jouer avec ça. Parce que je le trouve grand, vraiment pour rien. Puis en plus, il n'y a pas un visuel intéressant sur le plateau de jeu. Il n'y a rien qui est dessiné sur le plateau. Si on regarde les tuiles, c'est du carré vide. Il n'y a pas de graphisme, de rien dessus. Il y a des petites briques à gauche à droite, mais il y a des pièces littéralement qui sont juste vides, dans des couleurs étranges, avec du mauve, du bleu, du jaune et du vert. Je l'ai vraiment, vraiment profondément. Moi, il nuit à mon expérience de jeu. C'est même pas qu'il est neutre. Pendant la game, je m'arrête des 10 secondes pour le détester. Le plateau de jeu, je l'aime vraiment pas beaucoup. Il est beaucoup trop gros pour rien. Il prend de la place. Il est pas super beau. Il est pas utile. Dans la version Kickstarter, il y a un deuxième plateau qui visuellement est plus beau. Il est plus neutre dans ses couleurs. Je le trouve plus beau. J'ai plus l'impression d'être dans un donjon, dans l'aspect Dungeon Crawl, mais il y a le même défaut. C'est un plateau de jeu. Fait il sert quand même aux 3 quarts à rien. Fait que ça, j'ai trouvé ça très dommage. Fait que ça, c'est ma plus grosse critique au niveau des composantes. Maintenant, au niveau du gameplay. Commençons tout de suite avec le fameux système de cartes que le jeu me vend tant. Le système de cartes, il se décompose en quatre aspects. Il y a les personnages, le vilain, la quête, puis les monstres. Fait que personnages. Personnages, c'est réussi, 10 sur 10. Ils sont extrêmement différents les uns des autres. J'ai des séries d'actions qui sont différentes. C'est très intéressant comment je vais utiliser mon tour de jeu. Je vais prendre une action pour me déplacer là. Fait que là, je vais flipper un des jetons d'action. Là, je vais utiliser 2-3 dés élémentaires pour activer différents pouvoirs. Ça me prend même pas d'action, c'est super le fun. Je vais jouer une ou deux cartes de feuilles, ça me prend pas d'action, c'est super le fun. Après, je vais jouer une carte d'action, que là, je vais reprendre d'autres éléments. C'est extrêmement intéressant. Puis même les effets exhaust, je peux les prendre en dehors de mon tour de jeu. Quand j'ai un mot-clé exhaust, ce qui veut dire que pas mes actions en tant que telles, mais des petits pouvoirs que je peux utiliser ou des déplacements ou des activations spéciales, je peux utiliser quand mes alliés jouent. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis le feeling d'un personnage à l'autre, il est extrêmement différent. Le prêtre joue pas de la même façon que le guerrier, qui joue pas de la même façon que le machin, ou que l'espèce de voleur, le petit jet. C'est extrêmement intéressant. Ils ont vraiment des mécaniques différentes. Je trouve dommage, par contre, pour un personnage qui en a juste 4 dans la boîte de base. Ça va prendre la version Kickstarter pour avoir l'impression qu'on a vraiment une rejouabilité. Puis dans la version de Kickstarter, je pense qu'il y a 5 personnages de plus, puis eux autres, ils ont des mécaniques encore plus cool que les mécaniques des 4 personnages de base. Il y en a un qui est Bounty Hunter, ses cartes, il va les coller sur les ennemis pour se donner des effets de combat particuliers. Il y en a un qui va jouer avec les jetons d'armure, il va créer des jetons d'armure, puis il peut les transformer en différentes ressources. Il y en a un qui se transforme en loup-garou, il y en a un qui est un familier qui peut utiliser pour faire des effets sur le plateau. Ils sont vraiment cool. Ils sont très intéressants, les 4 personnages de la boîte de base, mais sont encore plus intéressants de la boîte d'extension. Puis j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas au moins 6 personnages différents dans la boîte de base. Fait que ça, c'est pour les personnages. Deuxième chose, les decks de vilains. Les vilains qui ont une carte, puis un petit deck, puis leur figurine. Très intéressant aussi comment ça fonctionne. 8 sur 10, mettons, pour cet aspect-là du jeu. Je trouve ça super bien. Les vilains, ils ont un feeling extrêmement différent les uns des autres. Ils amènent une couleur particulière au jeu. Puis c'est vrai que ça fait une différence dans la partie qu'on va jouer si on choisit tel vilain plutôt que tel boss. Il y a un boss qui va healer les monstres, qui va guérir les monstres sur ce jeu. Il y en a un boss qui va cracher du gaz un peu partout. Il y en a un autre boss qui va faire tel autre effet. Encore une fois, si on a la version Kickstarter, on a une plus grande variété de boss, mais ça, c'est quand même intéressant, la petite touche que ça amène d'une quête à l'autre. Fait que boss réussi. Deck de monstres, même chose.
Encore une fois, super bien réussi, j'adore ça. Chaque groupe de monstres a vraiment un feeling différent. Là, le groupe que j'avais mis dans le scénario, c'est des trolls, où il y a des espèces d'esclaves vampires, des gargouilles dedans, des monstres comme ça. Il y a des événements qui ont rapport avec ça. Fait qu'on peut coller le deck de monstres qu'on a avec le vilain qu'on a choisi, avec le boss, mais c'est pas du tout nécessaire. Les trolls, c'est ceux qui fonctionnent thématiquement avec la vampire, mais j'aurais pu prendre un autre groupe de monstres, ça aurait pas été un problème. Puis c'est vrai qu'ils ont une mécanique très intéressante. J'aime beaucoup le fait que chaque groupe de monstres a une utilisation particulière des fameux jetons, les threat tokens, s'utilisent différemment selon le groupe de monstres qu'on a choisi. Eux, par exemple, vont prendre des. C'est une mécanique plus vampirique. Donc, ils vont prendre ces tokens-là pour nous drainer de nos points de vie, pour se régénérer, etc. Il y a un autre groupe que les threat tokens représentent un feu qui est en train de ravager les donjons. Fait qu'il y a certaines salles qui vont être très très chaudes, puis on va manger des dégâts si on va là, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est très intéressant comment ça fonctionne aussi. Là où déçu n'est pas le bon terme, mais là où je trouve ça un petit peu moins bon, c'est les decks de quêtes en tant que tel. Oui, il y a beaucoup de quêtes dans le jeu, je pense qu'il y en a 5 différentes dans le jeu de base, puis théoriquement, en mélangeant la quête avec un vilain, un boss, puis un groupe de monstres, puis un héros différent, ça fait des expériences bien différentes, mais ultimement, moi j'ai essayé 5 des quêtes que j'ai, puis j'ai la version Kickstarter, donc j'en ai une dizaine. J'en ai savouré la moitié, puis j'ai pas mal le même feeling au niveau de l'objectif du scénario. Narrativement, oui, c'est un peu différent, mais je vais chercher un prisonnier dans une des pièces pas loin de l'hôtel plutôt que de chercher un artefact dans la même pièce, plutôt que de chercher une sortie dans le donjon. Fait que ça revient toujours un petit peu à la même chose. Fait que ça, j'ai trouvé ça moins bien réussi, la façon dont les mécaniques des différentes quêtes fonctionnaient. Peut-être que j'en trouverai qui ont vraiment une mécanique différente puis que je vais tomber en bas de ma chaise. Mais pour l'instant, c'est l'aspect, je trouve, plus générique un petit peu de comment ça fonctionne à l'intérieur du jeu. C'est la seule faiblesse que je vais dire dans leur système de cartes. C'est le seul que je trouve un petit peu moins bien réussi par rapport aux autres. Lui, je ne mettrais pas plus qu'un 5 sur 10 à cet aspect-là du jeu. Malgré tout, combiner ces 4 éléments ensemble, personnages, vilains, monstres et quêtes, ça crée en effet des expériences différentes. Il y a quand même des défauts. Comme le plateau il est fixe, j'ai pas le sentiment d'exploration que j'ai habituellement dans un dungeon crawl comme celui-là. Puis je le sais, je vais me placer en début de partie, je décide l'escalier où, puis je vais le placer en fonction de la quête que j'essaie de faire. Si je prends une quête, par exemple, dans Search, il faut que je trouve quelque chose, puis je reviens à l'escalier. Fait que je vais placer l'escalier à un endroit où je peux tourner en rond dans les pièces, puis revenir au début pour pas passer 10 tours à revenir à l'escalier en fin de partie. Dans un autre, il faut que je trouve une sortie, fait que je vais mettre l'escalier dans un coin, puis je vais aller le plus loin possible pour ne pas avoir à repasser sur mes propres pas. Fait que la façon dont le plateau est fait m'enlève une partie qui est intéressante dans le Dungeon Crawl parce que je vois la disposition des pièces dès le début de la partie, je sais c'est quoi, tout de suite en partant. Ça, c'est un défaut. 2, le jeu il est long. Il est très long. Je jouais même en jouant solo, en contrôlant un personnage, je m'en tire pas en bas de 90 minutes, 2 heures, ce qui est long pour ce type de jeu-là. Parce que comme mon personnage ne progresse pas pendant la partie, il n'y a pas de niveau, je fais pas d'expérience, je débloque pas des nouveaux pouvoirs, comme je progresse pas, après 1 heure de jeu, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce que je peux faire avec mon personnage, puis là je commence à avoir hâte que ça finisse. La dernière demi-heure est quand même assez longue. Ça peut devenir, dépendamment du type d'intérêt qu'on a là-dedans, ça peut créer un certain effet de répétition parce que je débloque plus rien de nouveau à un moment donné. Les seules choses que je vais trouver pendant une partie, c'est des cartes du deck de Search, puis ça, je vais trouver, par exemple, je vais trouver une carte que je peux défausser un Lurker Card, une carte qui me donne plus 2 à un test, une carte qui me permet de guérir de 3 points de vie. Fait que je trouve des petites affaires mineures. Mon personnage évolue pas pendant la partie, fait que ça fait que sur une partie, des fois, de plus de 2 heures, le dernier tiers de la partie, on peut avoir l'impression qu'il est long. Évidemment, moi, je n'ai joué qu'en solo. Dans les circonstances actuelles, force oblige, mais évidemment, je n'ai joué qu'en solo, en contrôlant 1 et 2 personnages respectivement. Fait que dans son plus gros défaut, à mon sens, c'est qu'il y a tellement de choses différentes à gérer dans les différents decks de cartes qu'en solo, il n'est pas super agréable à jouer. Il y a trop de decks de cartes
j'ai le deck de quête, le deck de monstre, le deck de vilain, j'ai mon deck si je contrôle 2 héros, j'ai un deuxième deck, j'ai le deck de lurker, le deck de search, le deck de feature. J'ai beaucoup de decks différents à gérer qu'il faut qu'ils soient disposés avec tous les tokens, avec le fait que le plateau, je t'ai dit que je laissais le plateau, avec le fait que le plateau prend le 3/4 de la table, j'ai pas d'espace pour jouer. Physiquement, là, j'ai pas d'espace pour jouer. J'étais coupé avec un ciseau le plateau, pardon, pour enlever le dernier tiers. En solo, je l'ai pas trouvé. Je me suis tanné en fait de le jouer en solo parce qu'il y a trop de morceaux différents à gérer en même temps. Par contre, j'ai bien hâte de l'essayer pour pouvoir l'essayer avec d'autres joueurs puis partager cette expérience-là. Je pense qu'il peut y avoir des très beaux échanges de compétences, des très beaux combos qu'on peut faire en utilisant les capacités variées de tous ces personnages-là puis en mélangeant ces personnages-là les uns avec les autres. Moi, sa plus grande force, c'est vraiment les héros. Les héros s'utilisent très différemment les uns des autres, puis ils ont des belles mécaniques qui sont déployées pour utiliser les héros. Sa faiblesse, je trouve, c'est les quêtes qui sont un peu pas assez variées à mon goût jusqu'à date, à tout le moins. Puis il y a le plateau, dont je te reparlerai pas, tu sais ce que j'en pense. Fait qu'il y a le plateau que je n'aime pas. Cela étant dit, j'espère quand même que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'est Alter Quest. Moi, j'ai de la misère à me faire une tête fixe sur qu'est-ce que je dirais celui-là. Quelqu'un qui tripe Dungeon Crawl comme moi puis qui en fait un nouveau, c'est un bon choix, c'est intéressant à jouer. Par contre, en les circonstances actuelles, je te le recommanderais pas si c'est pour le si c'est pour le jouer solo. Trouve quelqu'un avec qui le jouer. Quelqu'un qui aime moins les Dungeon Crawl, que c'est un type de jeu parmi tant d'autres, puis qui en cherche un bon pour commencer, ou il vient d'en finir un, puis ils vont commencer un nouveau. Il y en a d'autres que je recommanderais avant, dépendamment des thématiques que t'aimes. Je trouve que Deep Madness est meilleur, je trouve que Descent, même s'il est vieux, c'est encore meilleur. Gloomhaven, c'est meilleur que ça. Il y en a plusieurs qui font une meilleure job que ça, plus complète, puis que j'ai un plus grand sentiment de satisfaction dans l'évolution que mon personnage a eu tout au long de la partie. Fait que j'espère que ça t'a quand même apporté un petit peu d'informations sur ce qu'est Alter Quest puis que ça t'a aidé à faire une tête. Alter Quest, je tiens à préciser aussi, c'est l'héritier d'un jeu qui s'appelle Street Master, qui est de la même compagnie, qui, paraît-il, est meilleur. Fait que Street Master, je l'ai juste ici, on va en faire la vidéo prochainement. J'ai un de nos Patreons que je salue, qui a été assez aimable pour me prêter le jeu pour que je puisse l'essayer. Fait que je vais essayer ça. Alter Quest, maintenant, ben là, à toi de décider si c'est quelque chose qui te plaît. Fait que moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter, si ce n'est déjà fait, à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous citer sur Facebook, Twitter, Instagram et à venir nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao. Comme ça. Comme ça.